Il n'y a pas longtemps, nous, ici, dans les mouvements de protestation, les marches qu'on faisait, on parlait toujours de Zongi Saïna, à Rwanda, mais aussi, je cite nommément, les personnes comme Honoré Ngwanda, des personnes comme Jacques Matanda et beaucoup d'autres disaient toujours que il n'y aura pas moyen de faire partir Kabila au pouvoir sinon avec les armes. Pas par les élections en tout cas. C'est ce que tout le monde disait, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, Kabila part du pouvoir, pas par les armes. Il y a un transfert pacifique du pouvoir. Et les gens sont en train de dénoncer, n'est-ce pas, des accords qu'il y aurait eu dans le noir entre lui et Félix. Dites-moi, chers frères congolais, si on ne pouvait pas utiliser les armes contre Kabila, comment est-ce qu'on pouvait avoir un pouvoir sans négocier avec des gens qui ne pouvaient être sortis du pouvoir que par les armes? Comment on pouvait entrevoir prendre leur pouvoir, sinon par des négociations? Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis, fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous êtes toujours connectés sur www.congofrance.com. Bienvenue dans cette émission, Tosola Pona Congo, émission haute Tosola Pona Congo, chers amis fidèles téléspectateurs, pardon, Tosola Belé o Etalimbo na Biso Congo. Suivez cette interview et on se retrouve tout juste après. Bonjour Président Bruno et bienvenue dans cette émission. Bonjour Yannick Wenge. Comment vous allez? Yannick, je vais très bien. Tu sais que moi je viens fraîchement du Congo, de Kinshasa. Maintenant, nous sommes en train de parler avec toi ici en Afrique du Sud. Hey! C'était une bonne aventure, c'était une bonne expérience être au Congo à un moment historique dans notre histoire. Vraiment une expérience particulière. Comment vous avez trouvé le Congo? Le Congo? Yeah. Vraiment, c'est compliqué. Il y a différentes facettes avec le Congo. Vous trouvez des espaces où les choses se sont améliorées. Vous trouvez des endroits comme si les choses s'étaient dégradées davantage. Et comme si les choses s'étaient empirées. Donc c'est du méli-mélo. Il y a du bien, du bon et du mauvais en même temps. Donc vous avez l'impression que dans certains espaces, dans certains coins, vous avez l'impression que la vie n'a jamais changé, sinon elle s'est empirée. Mais vous trouvez aussi dans d'autres coins, dans certains espaces, vous êtes étonné et vous vous posez la question de savoir si vous êtes réellement au Congo. Vous trouvez des endroits où il y a par exemple même des magasins qu'on appelle ici chez nous, small shopping center, mais qui n'ont pas existé quand nous avions été à Kinshasa. Et vous trouvez des buildings aussi qu'on n'a pas laissés à Kinshasa. Je vous donne un exemple. Moi, je suis passé sur l'avenue Nyangwe. Vous connaissez Lingwala? Vous connaissez l'avenue Nyangwe? Eh bien, moi, j'ai habité l'avenue Nyangwe il y a au moins 30 ans. J'étais à Kinshasa. J'étais surpris de constater que même la parcelle dans laquelle je vivais, qui était une maison basse, une maison simple, eh bien, il y avait des buildings en étage qui étaient érigés de part et d'autre. Non seulement dans notre parcelle où je vivais avant, même chez les voisins. Et on m'apprendra que les buildings du voisin et les autres buildings, c'était un des buildings, c'était Moïka Sanji, l'autre c'était un des agents du gouvernement et tout ça. Mais écoute, si tu vas maintenant sur Nyangwe, tu vas trouver que Nyangwe est complètement transformé. Ce sont des buildings, des maisons en étage de part et d'autre. Ça, ce sont des choses qui vous surprennent quand vous êtes à Kinshasa. Donc, moi, je n'ai pas laissé ça. Alors, je vous dis qu'il y a des impressions du bien et du mauvais. C'est du méli-mélo. Alors, vous pouvez être content d'une part, mais écoutez, les moustiques, il y en a toujours comme ça, toujours été à Kinshasa. Vous trouvez des endroits où c'est vraiment sale, vous vous demandez, salité yandenge, oyo vraiment, est-ce que moi, na zonga mboka, oyo? Est-ce que c'est possible, na zonga mboka,
Oyo, tu peux te poser des questions pareilles. Mais côté côté quartier Moko Oyo, tu ne pouvais pas t'attendre, tu trouves des mentions là-bas, tu entres dans la maison, c'est climatisé. Mais au côté Nandagoana, courant exaté. Oh, et donc, mais toujours ces tracasseries là, donc c'est-à-dire c'est du mélo. Donc côté Moko ils ont vraiment ma béco sakanate et comme même ma béco collègue. Mais côté Moussou bon, président Benoît, ça c'est bien, mais il y a quand même quelque chose de grand qui est arrivé chez nous, c'est-à-dire le transfert pacifique et civilisé du pouvoir. En parlant de cela... Et même hier, on a assisté à l'ancien président Joseph Kabila qui a rendu visite. Écoutez, j'étais en train de vous dire que Kinshasa, vous allez y trouver de tout. Vous allez faire l'expérience des côtés merveilleux, des bons côtés et aussi des côtés pires. C'est comme l'enfer aussi. Donc c'est mélangé entre l'enfer et même le paradis, ça cohabite. Donc voilà, vous êtes en train ici de parler de... Moi je suis revenu samedi. Et samedi très tôt matin, j'avais pris un vol qui venait de Kinshasa via Luanda et Luanda, Afrique du Sud. Alors au moment où j'atterrissais ici, alors la nouvelle sur la visite de l'ancien président Kabila, écoutez, aujourd'hui on parle même de l'ancien président. Donc ça ajoute même à ce côté-là dont j'étais en train de vous parler. Donc vous trouvez des choses maintenant qui sont surprenantes, qui sont extraordinaires, qui est inimaginable il y a 3 mois, 4, 5 mois. Qui pouvait imaginer que Kabila serait là à Kinshasa en train de rendre visite à un président en exercice alors que lui était un ancien président? On pensait que ce monsieur, il allait se retrouver peut-être en prison. Ils allaient fuir parce que, comme on disait, en tout cas, Kabila, Zongana, Rwanda et tout ça, on chantait toutes ces choses. Mais écoutez, tout ça, c'est vraiment, ça fait partie du drame. Parce que, écoutez, ce monsieur là-bas est à Kinshasa, à l'aise. Vous savez, les gens ont fait des polémiques, qu'il y a des cortèges de Kabila qui sont même plus forts que ceux de Félix Tshisekedi. On dit que c'est Kabila qui contrôle encore le pays parce que même son cortège est plus important. Il a plus de militaires dans son cortège que Félix Tshisekedi. Écoutez, moi j'étais sur le boulevard quand Félix rentrait de Addis Abeba. J'étais sur le boulevard en ville. J'ai vu un cortège et tout le monde sur le boulevard s'était arrêté. Mais c'était vraiment un événement unique. Je ne pense pas que du temps de Kabila c'était comme ça. Tout le monde, les autres disent Mouloubawana, président, Azoleka. Donc tu dis, oh Félix. Donc des commentaires de tous les sens, mais tout le monde était mobilisé sur le boulevard pour voir le président Félix Tshisekedi. Et tout le monde acclamait, était dans la joie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, à part que j'étais à l'investiture, j'étais à la prestation de serment, j'avais vécu un peu ça, indirectement, même si je n'ai pas traîné ça là-bas pendant longtemps. Mais écoutez, j'ai vécu cet événement parce que j'étais à Kinshasa. Donc, peuple congolais, les choses ont changé au pays. Oh non, Kabila a un cortège, vraiment, il y a les médias. Mais on a vu maintenant Kabila entrer chez Tshisekedi avec un vieux Mercedes. Il faut que nous, les Congolais, on puisse prendre l'habitude de constater la grandeur de l'événement qui vient de se passer au Congo. La grandeur de l'événement politique au Congo. La grandeur du miracle politique au Congo. Qui rêvait que les choses seront comme ça? Écoutez, les gens ont fait des commentaires en critiquant Félix en disant que on l'a désigné, on l'a nommé par Kabila. Mais mes frères, soyons sérieux. Il n'y a pas longtemps, nous, ici, dans les mouvements de protestation, les marches qu'on faisait, on parlait toujours de Zongi Sayena, à Rwanda, mais aussi, je cite nommément, les personnes comme Honoré Ngwanda, des personnes comme Jacques Matanda, et beaucoup d'autres
disait toujours que il n'y aura pas moyen de faire partir Kabila au pouvoir, sinon avec les armes. Pas par les élections, en tout cas. C'est ce que tout le monde disait, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, Kabila part du pouvoir, pas par les armes. Il y a un transfert pacifique du pouvoir. Et les gens sont en train de dénoncer, n'est-ce pas, des accords qu'il y aurait eu dans le noir entre lui et Félix. Dites-moi, chers frères congolais, si on ne pouvait pas utiliser les armes contre Kabila, comment est-ce qu'on pouvait avoir un pouvoir sans négocier avec des gens qui ne pouvaient être sortis du pouvoir que par les armes? Comment on pouvait entrevoir prendre leur pouvoir, sinon par des négociations, par des accords? C'est inimaginable la façon dont nous réfléchissons. Que ça soit Félix, ça pouvait être quelqu'un d'autre comme Katumbi, Mbemba ou Fayoulou. Comme les Ngwanda, les Jacques Matanda disaient, et beaucoup d'autres disaient que ce gouvernement-là, ce pouvoir là-bas de Kabila, le pouvoir des Rwandais, comme il le disait toujours, on ne pouvait penser le faire partir et le maîtriser que par les armes. N'est-ce pas? Il disait ça. Mais pas par les élections. Il les insistait en disant qu'on ne peut pas faire partir ce gouvernement par les élections. Mais alors, maintenant ce gouvernement est là. Les élections ont eu lieu. Mais Félix a pris le pouvoir. Dites-moi, si c'était Fayoulou à la place, il allait prendre le pouvoir. Alors qu'on sait que ce pouvoir est militairement contrôlé par Kabila. Vous pensez qu'il allait le faire sans négocier avec Kabila, malgré les élections? Donc, malgré les élections, que ça a été Katumbi, que ça a été Fayoulou, ils allaient toujours négocier avec Kabila. Parce que, en réalité, il n'y a que les armes qui pouvaient faire partir Kabila et ceux qui le soutiennent. Donc, soyons réalistes, soyons un peu intelligents. Ce que Félix Tshisekedi a fait, tout autre candidat, Fayoulou, aurait fait la même chose. Même s'il gagnait aux élections, mais ce serait incontournable. La négociation avec Kabila. On compare ça à Nelson Mandela. Voilà! Parce qu'en Afrique du Sud, c'était le cas. Vous ne pouviez pas faire partir les Blancs du pouvoir, sinon par les armes. Alors, si ce n'est pas par les armes, l'unique façon, c'était de négocier, malgré les élections qui ont eu lieu. Donc, il y a eu élection, et puis il y a eu négociation. C'est comme ça qu'on fait un transfert de pouvoir quand le pouvoir qui est en exercice, c'était un pouvoir qui a été dictatorial et surtout militaire. Donc le cas du Congo est semblable au cas de l'Afrique du Sud. Et nous avons des pouvoirs étrangers, des pouvoirs d'occupation, des pouvoirs militaires, où il fallait nécessairement négocier avec eux, malgré la victoire aux élections. Yannick Wenge, voilà un peu ma lecture sur la situation politique. Du reste, les gens sont en train de polémiquer parce qu'ils ne sont pas entrés dans la dimension des réalités et des enjeux du Congo. Je crois que Félix Tshisekedi a surpris tout le monde. Parce que ce qu'il a fait, Moïse Katumbi devait faire la même chose. Il allait finir par négocier avec Kabila. D'ailleurs, Moïse Katumbi le disait avant, n'est-ce pas? Que Kabila n'a pas à s'inquiéter parce que s'il n'est plus au pouvoir, on le reconnaîtra toujours comme le père de la démocratie. Parce qu'il aurait facilité le premier transfert de pouvoir, le transfert démocratique. Donc, si cela se fait avec Félix, maintenant ça devient un problème d'homme. Pourquoi pas Félix? Vous voyez? Maintenant c'est un problème d'homme. Ce qui n'est pas aussi correct. Parce que avoir les choses telles qu'elles se sont passées. Donc Félix a été en mesure de sortir de ce lornière de l'UDPS parce qu'on disait toujours l'UDPS c'est un parti extrémiste. Ils sont incapables de négocier, ils sont capables de faire des accords. Et tout le monde avait peur de l'UDPS. Et c'était comme ça, l'UDPS, vraiment on ne pouvait rien attendre. Mais maintenant l'UDPS et Félix Tshisekedi ont surpris tout le monde. Ce que certains pensaient qu'il n'y avait que eux qui en étaient capables.
Félix a même fait mieux et il a surpris tout le monde. Alors les gens continuent à rêver. Et ils ne sont pas encore revenus les pieds sur terre pour comprendre que ce miracle là-bas est finalement arrivé. Et moi, j'étais à Kinshasa pour vivre en direct ce miracle. Je l'ai vécu. Je suis allé à Kinshasa à 2 reprises et je compte y aller encore davantage dans les mois, si pas les années à venir. Parce que je n'ai rien à craindre, je n'ai eu aucune inquiétude, aucun dérangement par les services de sécurité à mon arrivée comme à mon départ. Donc, au peuple congolais, il y a vraiment une nouvelle page qui est en train d'être tournée au pays. Je sais que beaucoup de gens ont la méfiance parce que nous avons souffert des crimes insupportables, incroyables. Mais de toute façon, il y a un miracle qui a eu lieu. Avec le temps, le pays, avec notre effort à tous, notre unité, notre solidarité, on pourra créer la paix et la sécurité dans les zones conflictuelles comme Béni, au Kivu, au Kasaï. Alors pour cela, le peuple congolais, nous devons nous mettre ensemble. Félix ne le fera pas seul. C'est un moment délicat, il a besoin de notre aide, de notre soutien. Ça pouvait être aussi Fayoulou à ce poste-là en ce moment. Il aurait eu besoin de ce même soutien. Parce que ne rêvez pas que ce soit Fayoulou ou Moïse, personne n'aurait fait partir les Rwandais par les armes, même par les urnes, par les votes. Non. Donc, un accord, une négociation, c'était vraiment incontournable. Cela s'imposait dans la situation du Congo. Donc, cessons de rêver. Monsieur le Président Bruno, il y a un problème aussi sérieux. Que Kabila a été attaqué par les puissances multinationales, hier, l'Europe, la France, la Belgique, parce que le gars était devenu incontrôlable. Il a signé le changement du code minier. Et aussi, ces mêmes puissances n'avaient jamais confiance à l'UDPS. Et donc, n'ont jamais confiance à Félix. Vous ne voyez pas les dangers que ces puissances-là extérieures peuvent se coaliser contre Tshisekedi, le nouveau président, ensemble avec l'ancien président, et leur faire la guerre? La différence avec le leadership de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, c'est que c'est quelqu'un qui semble avoir l'art de négocier, c'est quelqu'un qui semble utiliser le dialogue comme stratégie politique, comme méthode politique. Et ça, c'est vraiment une qualité qu'il faut reconnaître en Félix. Et il faut dire qu'il a surpris tout le monde. Donc ce n'est pas un leader conflictuel et extrémiste qui aurait peut-être donné du fil à retordre aux puissances extérieures. Je crois que tout cela se résume aussi dans ses paroles. Quand il a dit à Addis Abeba que maintenant ça doit être gagnant-gagnant. Je crois qu'il n'est pas allé dans l'extrême pour dire nous ne voulons plus des blancs chez nous, nous ne voulons plus de multinationaux chez nous. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a dit gagnant, gagnant. Je crois que c'est vraiment diplomatiquement sage et souple de sa part. Et nous devons remercier vraiment la providence divine d'avoir un leader comme lui qui a surpris tout le monde, qui a un contour de qualité diplomatique aussi vraiment souhaitable. Donc, peuple congolais, c'est à nous maintenant de réconcilier avec notre histoire et de comprendre que ce genre de leader nous éviterait les catastrophes du passé. Donc, ce que je reproche aux leaders actuels de l'opposition, c'est que la plupart n'ont pas fait leur devoir, c'est de se réconcilier avec l'histoire politique du Congo. L'opposition voulait parler de Lamuka. Du Congo. Donc, ils n'ont pas pris en compte le passé du Congo. Et j'ai l'impression que même les personnes qu'on croyait moins compétentes comme les Félix, moi j'ai l'impression qu'ils ont tiré des grandes leçons du passé et ils ont agi en conséquence pour sauver le pays. En tout cas, coup de chapeau à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Président. Quelle est votre réaction par rapport à la parole du Président Félix Tshisekedi? Fini l'exil de tous les Congolais vivant partout à l'étranger.
Écoute, je ne l'ai pas entendu en ces termes, parce que Batoubeli Bazoloba Félix Alobi que réfugiés nous sommes à Namboka. Moi, je partage l'inquiétude de tous nos frères réfugiés qui vivent à l'étranger. Parce que moi-même, j'ai été un réfugié. Maintenant, je vis en situation régulière en Afrique du Sud, où je suis pratiquement presque un citoyen sud-africain. Mais j'ai été un réfugié et j'ai été témoin où j'ai assisté au fur des années à l'arrivée en masse des réfugiés qui venaient toujours du Congo. Ce qui a été vraiment alarmant et inquiétant. Parce qu'en parlant des réfugiés, il faut vous faire remarquer que le drame que nos frères ont vécu sont en train de vivre en Angola. Quand nous apprenons qu'on a chassé beaucoup de Congolais de l'Angola, mais n'oublions pas que nous avons vécu ce même drame à Brazzaville, où on avait maltraité les Congolais, on avait tué les Congolais juste parce qu'on ne voulait plus d'eux à Brazzaville. Mais nous avons vécu ces cas en Afrique du Sud à 2 reprises. Il y a eu toute une guerre contre les étrangers ici en Afrique du Sud. Donc nous ne pouvons pas oublier ça, parce que ces choses-là, mes frères, ça reviendra tôt ou tard. Et surtout quand nous savons que ceux qui sont autour de nous se sont impliqués pour que on puisse avoir une transition pacifique et que la paix puisse revenir au Congo, c'est-à-dire les pays de la SADC, nos voisins. Ils se disent que en faisant ça, il y a l'espoir que les Congolais vont rentrer chez eux. Parce que SADC, il s'est beaucoup impliqué pour avoir la transition pacifique au Congo. Parce que le problème déjà des réfugiés se pose pour l'Afrique du Sud, où on nous a attaqués à plusieurs reprises. Notre avenir ici en Afrique du Sud, c'est vraiment incertain. Maintenant, seulement avec le fait qu'on a eu ces élections pacifiques et tout ça, donc ça commence déjà à interpeller. Je suis sûr que dans les mois qui viendront, ça sera difficile. Même si le président Tshisekedi n'avait pas dit ça, mais ça allait être automatique. Parce que déjà, dans les mois qui passaient ici, les difficultés à l'homme affaires commençaient à se multiplier. Donc, mes chers frères, moi je comprends très bien l'inquiétude des réfugiés, mais encore il faut souligner que être réfugié, c'est un choix personnel. C'est un choix volontaire. On n'impose pas à quelqu'un de devenir réfugié. Donc, même si le président Félix déclarait ça, mais chaque Congolais est libre de rentrer quand il veut ou de ne pas rentrer au Congo. Parce que, disons-nous, pour que le Congo puisse redevenir stable, donc pour qu'il soit pacifié comme à Béni, parce qu'on entend déjà dire que, d'ailleurs avant-hier ou hier, après les manifestations, le meeting de la Mouka, on a tué au moins 15 personnes. Vous voyez? Donc la paix, soutenons le gouvernement pour qu'il puisse mener des efforts et pacifier le Kivu et pacifier le Kasaï, pour que le pays entier soit pacifié en vue de permettre aux réfugiés dans l'avenir de décider, d'avoir le choix de décider de rentrer chez nous ou pas. Donc ce choix-là de rentrer au Congo, c'est une décision libre. Ce n'est pas Félix qui va l'imposer. Mais c'est normal qu'en tant que père de la nation, il peut dire que ceux qui veulent rentrer chez nous, ils sont libres de rentrer. Et ceux qui s'inquiètent, ils ont le droit de s'inquiéter. Donc c'est même mieux qu'ils s'inquiètent et que le président Félix puisse savoir que les Congolais qui sont réfugiés, ils ont peur, ils s'inquiètent, parce que la situation de la paix chez nous est encore précaire. C'est à lui de faire un effort maintenant pour pacifier le pays et encourager ces réfugiés à décider de pouvoir rentrer chez nous. Nous sommes en train de célébrer cette passation pacifique et civilisée du pouvoir, tout ça. Bon. Il y a toujours un démon qui règne là-bas au Congo, c'est le tribalisme. Le fait que le président Tshisekedi a gagné les élections, mais il y a une frange importante de la population qui pense non, les Balouba ont pris le pouvoir alors qu'ils ne devaient pas prendre le pouvoir, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un mal qu'il faut éradiquer? Et comment l'éradiquer? Qu'en pensez-vous? En tout cas, c'est un problème complexe. Vous savez, moi, ici, en me posant cette question, permettez-moi de vous dire que je suis Moulouba moi-même ici.
et que je dirige une organisation, Mouvement Congo Paradis. C'est une organisation qui plaide pour l'unité des Congolais, pour une vie harmonieuse entre Congolais, pour pouvoir être à mesure de défendre notre pays correctement et de créer un climat de paix, un climat d'amour et un climat de prise en charge où les Congolais s'assument pour pouvoir créer un espace où ils vont vivre le bien-être. Parce que notre pays est riche et donne beaucoup de possibilités compte tenu de ses potentialités naturelles. Donc je disais, j'ai cette approche sur le plan national. Et cette situation du tribalisme, ça ne me surprend pas. Mais alors, dans ce cadre-là, de mon approche avec Mouvement Congo Paradis, il y a un aspect que nous avons toujours souligné avec Mouvement Congo Paradis, parce que nous parlons de la terre, du peuple et de Dieu. Mais parlant spécifiquement de la terre, nous parlons de la terre qui est au fait la base naturelle et même primaire que Dieu a donnée à l'origine à tout être humain comme richesse. Et quand nous parlons de ça, nous voyons les villages, et nous voyons les provinces, les régions, d'où viennent les gens. Parce que la tendance que nous avons, nous les Congolais, c'est d'oublier que chacun de nous a une portion de terre, une région, un village d'où il vient. Parce que nous avons tendance à entrer dans une illusion. Par exemple, quand nous nous retrouvons à Kinshasa, nous croyons que la vie commence à Kinshasa et termine à Kinshasa, alors que Kinshasa n'est même pas 1/100 de l'espace national. Donc la vie, le Congo, ce n'est pas Kinshasa seulement. Alors, notre façon de nous comporter et d'exclure l'arrière-pays. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait ici, un Moulouba qui disait que non, les Balouba qui arrivent à Kinshasa, ils se comportent comme si les Balouba qui sont restés, par exemple, en Boujuma et à Kananga, sont des villageois, eux qui sont maintenant à Kinshasa, ils ne parlent que l'Ingala, ils ne veulent pas parler même le Chiruba. Donc vous voyez que moi, pour parler de ça, j'ai dit que c'est vraiment un mauvais signe. Parce que si les Balouba eux-mêmes étaient en train de se prendre en charge pour défendre leur identité, ils seraient respectés depuis longtemps. Ils n'auraient pas permis que les gens puissent jouer avec eux n'importe comment. Donc, quelque part, il y a une responsabilité des Balouba. C'est pourquoi moi, dans la configuration de MCP, j'avais créé une organisation qui s'appelle Kassai Promotion International. C'est une organisation kassaïenne. D'ailleurs, je lance l'appel, je profite de l'occasion pour lancer l'appel aux Kassaïens. Que prochainement, moi, je vais mener des réunions et une mobilisation des Kassaïens. Parce que dans notre politique de MCP, la terre, le peuple et Dieu, nous devons tenir compte de chacun de sa base naturelle. Et je pense que le Kassaïen, comme toute autre tribu, comme les Katangais par exemple, ils ont le devoir de se rallier aussi derrière leur origine naturelle, de la défendre dans le concert de la nation congolaise. Personne ne le fera à votre place. Donc, honte à vous, certains des Kassaïens, vous voyez par exemple le Grand Kassai qui a existé. C'est une organisation qui a existé, mais il n'y a que les dinosaures de la mouvance mobutiste et les dinosaures kabylistes qui s'y retrouvent et qui n'ont jamais pris à cœur le problème kassaïen et de les défendre. Voilà la raison pour laquelle maintenant, tout le monde se permet de jeter la pierre et d'attaquer les Kassaïens comme ça. Ce n'est pas correct. Donc, quelque part, il y a une responsabilité des Kassaïens. C'est pourquoi moi, je lance l'appel. Je dis, nous avons organisé ici en Afrique du Sud, rappelez-vous, en 2010, en 2011, notre organisation Kassai Promotion International. Nous allons la revigorer pour interpeller les Kassaïens à une conscience, n'est-ce pas, de leur valeur et de leur origine, pour contribuer maintenant à l'effort national. Alors, dans ce concert national, chacun doit se défendre et ne pas permettre à ce que l'autre puisse l'écraser. C'est seulement comme ça, dans le respect mutuel, que les choses peuvent avancer. Parce que si l'un ne respecte pas l'autre, on n'avancera jamais. Il faut que les uns et les autres, nous nous respections. Alors moi, j'ai dit que le peuple kassaïen, réveillez-vous. C'est fini le temps de se plaindre. Moi, je ne vais pas me plaindre. Je vous dis que moi, je suis Moulouba. J'appartiens à l'organisation qui s'appelle Mouvement Congo Paradis. C'est une organisation nationale de la société civile. Mais dans notre organisation, nous plaidons la mobilisation à la base, c'est-à-dire
au niveau de province, du village, de votre région. Et nous, parce que notre pays est si grand, ces provinces-là, ces régions-là peuvent être constituées en pays. Vous voyez la région du Katanga, c'est tout un pays. Vous voyez la région du Kasaï, dans l'ancienne configuration, c'est tout un pays. L'Équateur, c'est tout un pays. Le Bandundu, c'est tout un pays. Alors vous avez ces différentes nations. Il faut qu'il y ait respect entre les uns et les autres. Mais chacun doit se défendre et se prévaloir pour qu'il puisse se faire respecter. Mais comment ce respect-là va se réaliser si les rapports entre les ressortissants des différentes provinces ne sont pas définis? Comment vous définissez-vous ce rapport entre différentes ressortissants des provinces? Comment ça doit être ces rapports? Vous savez, il y a aussi un aspect dans notre histoire où il y a eu des préjudices parce qu'il y a eu une sémence de division plantée par le colonisateur Blaise parce qu'il n'a pas voulu voir le Congolais dans une position de force pour défendre sa nation, pour défendre le pays. Alors pour maintenir le Congolais dans la situation de faiblesse, ils ont sémé la division en créant la rivalité entre les uns et les autres, en démonisant particulièrement le peuple kassaïen, parce que certains éléments géopolitiques ont fait que le fait que le Kassaïen se trouve au milieu du pays et qu'il a une tendance à pouvoir défendre la cause nationale, vous voyez, il devient une menace pour les Belges qui ne veulent pas que nous soyons une nation où le nationalisme est ancré, parce que cela empêchera leur intérêt ou sera un blocage pour leurs intérêts. Ce n'est pas une situation particulière au Congo. Même en Europe, aux États-Unis, les nationalistes ont été combattus. Vous voyez? Donc le système mondial aussi avec les grands multinationaux et tout ça, ils combattent les nationalistes parce qu'ils veulent une politique de libéralisme où ils ont accès aux ressources d'autrui sans qu'il n'y ait d'opposition, sans qu'il n'y ait de blocage. Et là où on trouve un sentiment nationaliste donc, qui est à l'excès, il y a difficulté de pouvoir s'approprier, n'est-ce pas, des ressources de ce pays. C'est comme ça qu'automatiquement, ce monde de globalisme, ce monde de libéralisme qui a vraiment, qui s'est vraiment ancré, tout sentiment nationaliste est mal vu. C'est ainsi qu'au cœur de ce drame se trouvent les Kassaïens, qui, dans leur lutte, depuis toujours, ils ont été accrochés au nationalisme. Donc il y a cet aspect, mais il y a aussi dans la configuration politique, comment est-ce que les Congolais ont géré cette réalité politique. Du temps de Mobutu, il y avait un peu une démarche politique pour pouvoir, n'est-ce pas, équilibrer les rapports entre les différentes régions et tout ça, mais malgré qu'à la fin, celui qui avait mené cette politique là-bas pour créer la paix, la stabilité, l'acceptation des uns des autres, Mobutu lui-même, il a été même il a semé même le chaos avec le tribalisme. Donc vous voyez un peu ce côté malheureux du pays. Donc c'est à nous maintenant de prendre conscience de tous ces aspects-là et de décider d'une démarche qu'on doit faire. Mais surtout, moi je pense que le rôle le plus important, c'est que chaque composante du Congo doit se prendre en charge et accepter qu'ils vivent à côté, ils vivent les uns à côté des autres et ils doivent se respecter s'ils veulent sauver ce pays. Hein, et s'ils veulent le bien-être commun en tant que Congo. C'est respecter, c'est dire la vérité. Oui, il faut entre autres se dire. Bon, je pense que cette situation, quelque part, à toute chose malheureuse est bonne. Je pense que cette situation de crise de tribalisme nous donne l'occasion de pouvoir interpeller la réalité tribaliste qui a toujours existé, mais qu'on a toujours minimisée par les partis politiques. Vous comprenez? Donc, d'une part, c'est une interpellation aux politiciens de savoir comment gérer ce pays. Vous savez qu'en Bandundu, il y a eu des guerres tribales juste avant les élections et après les élections. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont parties là-bas pour inciter les tribus à se faire la guerre, parce que certains candidats aux élections ne voulaient pas être empêchés, ne voulaient pas perdre leur victoire parce que certaines tribus allaient voter contre eux. Et avec ça, ils ont cette guerre tribale. Vous voyez? Donc, nous devons prêcher la tolérance
les uns et les autres, dans un contexte politique où toutes les règles du jeu doivent être définies d'avance. Parce que la tendance des Congolais, c'est de négliger le tribalisme qui est une réalité. Ce que nous vivons au Kivu aussi, il y a aussi des éléments tribaux là-dedans. Donc, je pense qu'il est grand temps que le Parlement qui va ouvrir bientôt, le gouvernement qui va être installé bientôt, puisse se pencher sur ce cas. Parce que c'est un danger pour le pays. Ce n'est pas seulement les Kassens qui ont été attaqués. Je viens de parler ici de Bandundu. Il y a les Mandeke, il y a 2 tribus là-bas. À Yumbi, je ne sais pas si c'est Yumbi ou quoi là-bas. Il y a 2 tribus là-bas qui se sont fait la guerre. On a tué au moins 500 personnes. Et quand vous êtes à Kinshasa, on en parle à peine. On n'en parle pas. Oui. Ce n'est pas seulement les Balouba. Non. Donc, vous voyez, on a tendance à minimiser des crises ou des problèmes sérieux. C'est ça que nos partis politiques ont fait jusque-là. Et nous prêchons une politique de réalité. Nous devons gérer. C'est ça la politique. Hein. C'est ça, même quand on parle en termes de droit, c'est pour trouver des solutions aux problèmes réels. Et le tribalisme est un problème réel au Congo. Et je dis que ça ne sert à rien de se plaindre. Par exemple, le peuple kassaïen, il faut maintenant vous faire respecter, il faut vous organiser pour que les uns les autres, vous respectez les uns et qu'on vous respecte aussi. Donc, c'est le cas aussi au Bandundu là-bas. Comment est-ce que les uns et les autres ne sont pas arrivés à se respecter, à se faire tuer, à s'entretuer comme ça? C'est inacceptable. Okay. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Un mot par rapport à tout ce qui est sur cette émission, parce qu'ils sont en tout cas, une nouvelle page vient d'être tournée au Congo. Frères congolais, ne soyons pas distraits. Nous avons des besoins les uns des autres. Je sais que la défaite de la Mouka pour ces élections est encore difficile à gérer. Mais moi, j'interpelle et je lance un appel vraiment pressant aux leaders de la Mouka, à Fayoulou et particulièrement Moïse Katumbi et Mbemba, en disant l'intérêt national prime d'abord au-delà de l'intérêt individuel. Ce n'est pas une question de Félix ou d'un individu, de Fayoulou, c'est une question d'intérêt général de tout un pays. Je pense que le processus de l'alternance politique, c'est ça la chose principale que nous cherchons tous. Donc que ça soit plus une question de principe, une question d'un changement, d'une alternance qui était souhaitée, qu'une question d'individu. Donc il est temps vraiment que nous puissions nous réconcilier avec nos réalités de passé politique qui a toujours été vraiment caractérisées par des crises qu'il faut vraiment éviter parce qu'elles vont exacerber des zones de conflit et d'insécurité comme on l'a vécu à l'Est. Et le risque, c'est que ça puisse s'étendre ailleurs. Donc, chacun de ces leaders est interpellé pour que, par leur conscience, ils puissent éviter cela au peuple congolais. C'est pourquoi, en ce moment, nous devons nous réconcilier avec notre histoire, nous réconcilier entre nous-mêmes, pour sauver notre mère patrie et sauver notre nation. Je vous remercie.